Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, c'est un épisode que je considère spécial. On prend une avenue un peu différente que d'habitude parce que j'ai avec moi des doubleurs des films d'Harry Potter, la version québécoise comme on les connaît si bien, que j'imite souvent dans les épisodes en plus. Daniel Picard et Émile Mayotte sont avec moi aujourd'hui. Bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue au podcast. Merci de nous inviter. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Puis je sais que les auditeurs sont très contents aussi. J'ai reçu souvent la demande de pouvoir justement en apprendre davantage sur l'expérience des doubleurs d'Harry Potter. Là. Mais merci de l'invitation. Pour moi, ça me fait plaisir d'être ici. Premier podcast, là. Donc, c'est ça qu'on se disait, premier podcast. Pour moi aussi. Un petit peu excité, là. Fait que c'est cool. Ouais. Puis, dans le fond, comme on disait tout à l'heure, ça fait quand même longtemps que vous vous êtes vus. Ouais, la dernière fois qu'on s'est croisés, ça doit faire... au moins une dizaine d'années. Oui, j'allais dire une dizaine d'années. OK. Ouais. OK, super. Ouais. Puis, respectivement, Émile t'a fait la voix d'Harry dans les films, les 8 films. Ouais. Et Daniel, toi, c'était la voix de Severus Rogue. Oui. En passant, qui est mon personnage préféré. Tout le monde le sait, j'en parle tout le temps. Okay. C'est très... je capote un peu. Je suis fan. Je vais parler un peu de votre parcours respectif avant qu'on se lance dans la discussion. Tu sais, aujourd'hui, je veux vraiment en apprendre, c'est ça, plus sur le métier de doubleur. J'ai beaucoup de questions sur le fonctionnement. Je veux évidemment qu'on parle de votre expérience sur les films d'Harry Potter, qu'on échange si vous avez des souvenirs, des anecdotes, etc. Ça va? Ben Parfait. Bon, Émile, toi, moi, je te connais surtout de Ramdam. Donc, on t'a vu dans Ramdam. Tu tenais le rôle de Guillaume pendant plusieurs saisons. Sinon, Olivier dans Yamaska. Exact. Récemment, dans Stat, j'ai vu, tu as joué dans Stat aussi. Oui. En ce moment. OK, en ce moment. Oui, en ce moment, un petit rôle dans Stat qui est super le fun, très intéressant. Donc, un rôle super le fun à défendre. Ouais. Super. Puis côté voix, c'est notamment Harry Potter, ton rôle marquant là, en doublage. Oui. C'est même tough à battre. C'est clair. Ouais. Côté doublage, là, clairement mon plus gros contrat. Là, ouais. Excellent. Plus fun, en tout cas. Ouais, c'est sûr, j'ai hâte d'en savoir plus. Puis, Daniel, là, j'ai été sur ta page Wikipédia, ça n'a pas de sens. C'est long, hein? Les expériences que tu as en doublage, puis je te disais justement qu'on te considère comme le roi du doublage au Québec, là. C'est ce qu'on me dit. Oh là là. Oui. Juste pour dire un peu, là, parcourir un certain rôle que tu as eu, tu doubles notamment plusieurs acteurs comme George Clooney, Jim Carrey, Matthew McConaughey. Puis, pour les nostalgiques de ma génération, certains rôles que tu as tenus, Carl dans Titanic, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, le méchant fiancé de Rose. Il était terrible. Ouais. Puis, beaucoup de doublages en animation également. Phébus dans le Bossu Notre-Dame, Tigrou dans plusieurs Winnie l'ourson. C'est cool. J'ai aussi vu Mickey Mouse à quelques reprises. Ça fait longtemps, en voix de falsetto, mais oui. Ça m'étonnait, on dirait que... mais ça montre que tu peux vraiment y aller varier. Puis Buzz Lightyear dans les 2 derniers Histoires de jouets. C'est vrai. Histoires de jouets 3 et 4. Ouais. Non, j'étais très choyé. Moi, je tiens à dire que j'étais un grand fan de Jim Carrey quand j'étais jeune. Alors, la première fois que je t'ai rencontré, pour moi, c'était comme... Aïe! C'est clair. Moi, tous les films, je les écoutais en français. Donc, chez nous, il n'y avait personne qui parlait anglais. Fait que, je reconnaissais tout le monde. J'étais vraiment habitué d'écouter tous les films doublés au Québec. Donc, c'était cool, moi, en étant jeune, de rentrer dans ce milieu-là puis de rencontrer des gens comme Daniel. Donc, c'est clair. Puis, c'est ça. 8 films d'Harry Potter, Severus Rogue. Oui. Une belle expérience. Un beau défi. Ah, j'avais aussi noté la voix québécoise de Peter Griffin. Ça, c'est-tu encore en cours? Oui, Family Guy, on en fait la semaine prochaine. Oui, on est rendu à 10 saisons, je pense. 9 saisons. Oui, ça continue. Ah, excellent. Oui, mais c'est ça, il y en a beaucoup. Ça change de Mickey. Et de Tigrou. C'est clair. OK, comme je vous expliquais, moi, j'ai plein de questions sur le métier de doubleur. J'aimerais bien comprendre le fonctionnement de manière générale. Ma première question, ce serait... Mon Dieu, j'en ai tellement. Peut-être, justement, quand tu es attitré à un acteur que tu vas doubler de manière régulièrement, comment ça se fait? Est-ce que c'est... tu auditionnes pour l'acteur ou tu décroches un rôle à un moment donné qui est, George Clooney, puis après, Ça peut se faire de 2 façons. Okay. Il y a des fois, comme George Clooney, on me l'a donné, il n'était pas connu. Il était connu à la télé, mais il commençait sa carrière au cinéma. C'était dans un film qui s'appelait From Dusk Till Dawn, qui était un de ses premiers. Et à partir de là,
c'est le directeur de plateau qui m'avait casté sur ce rôle-là. Et j'ai été appelé à le refaire après, mais il n'y a rien d'acquis parce que plusieurs années plus tard, quand on a fait Ocean's 11, le major, Warner, qui distribuait le film, voulait refaire passer des auditions pour tous les rôles. Donc, le client qui a le dernier mot. Le client a toujours le dernier mot. Il y a un fameux livre là, qui est comme tous les noms sont dedans. Bon, qui fait qui, whatever. Puis, écoute, les directeurs de plateau, souvent, se fient à ce livre-là. Puis, on est habitué d'entendre cet acteur-là, mettons, avec cette voix-là. Donc, c'est normal de continuer comme ça. Mais c'est souvent le client qui a le dernier mot. S'ils veulent refaire des auditions, s'ils ne veulent pas travailler avec telle personne, ils aimeraient peut-être mieux aller vers une autre option. Je veux dire, on peut rien faire là-dessus, mais souvent, c'est respecté. Là. Pour un personnage, par contre, là, ce serait acquis. Pour Harry Potter, pour Rogue, pour une série de films. Oui, ça c'est rarement vu ou jamais vu. En tout cas, moi, j'ai pas le... Ils essaient de garder la régularité, enfin, la continuité des voix. Parce que j'ai pas doublé les 100% des films de Radcliffe, là. Non, exact. Ça, au Québec. T'es pas attitré à Daniel. Je l'étais, mais tu sais... OK. T'en as-tu fait d'autres de Daniel Radcliffe? Oui. J'en ai dont un film d'horreur, un film aussi, December Boys. OK. En tout cas, bref, oui, j'en ai fait d'autres. Mais un des derniers qu'il a fait, qui s'évade de prison, qui était basé sur une histoire vraie, c'est Xavier Dolan qui l'a doublé. Xavier qui fait la voix de Très bon travail en passant, Xavier. OK. Fait que dans le fond, il y a des auditions pour les rôles, puis ça se passe probablement comme une audition pour la télé ou le cinéma normal, là, devant caméra, je veux dire. Là, l'audition est devant des casting directors. Oui, ça veut dire que généralement, on est appelé en studio puis on nous présente 2-3 boucles. Okay. Des boucles, pour comprendre comment ça fonctionne, un film est coupé en séquences d'à peu près 45 secondes. On appelle ça des boucles parce que ça fait référence à l'ancienne façon d'utiliser la pellicule, là, mais c'est des séquences d'à peu près 1 minute. Donc, l'audition, c'est souvent 2-3 scènes qui ont été choisies par le client et on s'identifie au micro, on découvre la scène en même temps qu'on fait l'audition. On n'a pas reçu rien avant, contrairement à une audition télé où là, tu as un texte à apprendre et puis... Intéressant. Donc, on découvre, puis on plonge et puis après ça, c'est envoyé au client qui on a quand même le temps de travailler un peu en studio avec le directeur de plateau et tout pour qu'on envoie quelque chose qui est bon. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu peux être amené à auditionner pour plusieurs rôles, plusieurs personnages sur le coup? Là, en dessin animé, dépendre. ça m'est déjà arrivé. Sinon, non. Souvent, le directeur fait comme, lui, je le vois pour tel personnage, lui pour tel... Puis tu y vas, puis tu auditionnes pour lui. C'est ça. Puis une fois le rôle décroché, comment ça se passe dans le fond? C'est quoi les procédures? Est-ce que là, vous recevez le script complet du film? Non, jamais. Surtout pas dans les films de Harry Potter. C'était le début, je dirais, de la... Je dirais pas de la paranoïa, mais les studios ont commencé à être très, très sévères sur l'anti-piratage. Donc, tout se faisait... Je ne sais pas si tu te souviens, ils fermaient le studio, ils barraient la porte. Personne ne pouvait rentrer dans le studio. Mes parents venaient me chercher, j'étais très jeune, ne pouvaient pas rentrer dans le studio, m'attendaient à l'extérieur. On ne pouvait pas en parler. On travaillait avec une image qui était, ma foi, médiocre. Et on a pour justement empêcher qu'il n'y ait pas de chance de le dupliquer ou de pirater la version. Donc... pour des projets comme ça, ça se passe comme ça. Pour des plus petits projets, peut-être moins. Là, mais on nous présente pas le script. On arrive en studio. Des fois, on est invité à visionner là-bas, sur place, d'aller visionner le film, qui est une copie de travail. On s'entend, c'est pas une copie étalonnée, c'est vraiment une copie de travail avec bariolé de timecode puis d'anti-piratage. Des fois, on voit même pas on voit pas l'effet spéciaux, des grosses scènes, souvent des parties de Quidditch, là, ça peut durer 3-4 minutes, des grosses scènes, puis on voit absolument rien. Des fois, ils mettent juste une pastille vis-à-vis le visage, puis tout le reste est flou pour éviter que les copies soient... On doit travailler avec ça, c'est cool. Mais en audition, on reçoit rien d'avance, on arrive... On découvre le texte en même temps de découvrir la scène originale en anglais. Donc, on va l'écouter 2-3 fois, se mettre un peu dans le personnage et ensuite, on fait le texte et tout. Quand on est rendu à le doubler, ben là,
souvent, pour des gros projets comme ça, on nous présente le film avant, puis c'est vraiment dans une petite salle, t'es seul, t'as ton écran de 20 pouces, puis tes écouteurs, puis il y a personne qui peut rentrer. Puis là, t'écoutes, mettons, Harry Potter 4, puis là, avant de le doubler, pour justement avoir une petite idée de où on s'en va. Tu l'écoutes une fois, parce qu'après... Une fois, puis là, après ça, boum, là, t'es pitché, puis là, une scène où je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais tu sais, il y a tellement de scènes là, avec Harry, des émotions différentes. Ouais. Tu peux pas les réécouter juste séparer, la boucle, là, je sais pas comment dire. Au moment d'enregistrer. Ouais, au moment d'enregistrer, tu sais, si moi, j'ai le besoin de la réécouter, tu sais, je vais le demander comment je la réécouterais, tu sais, vraiment comme... bien voir le jeu ou... c'est ça. Faut que tu regardes comment, mettons, Daniel Radcliffe le jouait originalement, comment il l'a joué, comment il l'a interprété pour toi, un peu que ça, évidemment, ça... On essaie de se référer à ça, d'être le plus près possible de l'original, ça, c'est sûr. Puis il y a quelques nuances, là, souvent, parce que le français, c'est pas la même chose qu'en anglais, donc oui, c'est sûr qu'il y a des nuances, mais... Oui, c'est important de bien apprendre la scène, de bien connaître la scène. Fait qu'on va l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois s'il faut. Puis en la faisant aussi, ben je veux dire, c'est rare les one take, là, souvent on va la refaire. Donc on la réécoute aussi. Donc au bout de la ligne, tu es un peu habitué, mettons, à la faire. Mais ça se passe très vite pareil. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Là, puis on l'écoute une fois, puis il n'y a pas que hey, je la réécouterais. Non, c'est comme tu l'as écouté, puis go, on se lance. Là, ouais. Je figure que la personne qui je sais pas comment on l'appelle, cette personne-là, là, mais qui rédige le script, là, qui le traduit. L'adaptateur, il est avec vous probablement. Non. Lui, il s'assure aussi que la traduction va fitter avec les lèvres. Ça, c'est une autre étape. L'adaptation se fait avant qu'on rentre en scène, enfin, qu'on arrive en studio. L'adaptation se fait dans les jours ou les semaines qui précèdent. Quand on arrive en studio, l'adaptation est déjà écrite sur une bande rythmo qui est maintenant numérique, là, mais essentiellement, ça défile à la vitesse où on doit lire le texte. Et la personne qui nous dirige, qui est le directeur ou la directrice de plateau, va nous donner des indications de jeu. Des fois, ça peut arriver que ce soit la même personne qui a adapté le texte et qui soit aussi en direction de plateau, mais c'est 2 métiers distincts. Et nous, on fait... Notre métier, c'est vraiment une gymnastique entre le jeu et la technique de la synchrone, de la synchro. Mais tout part de l'adaptation du texte. C'est vraiment la clé. Un texte qui est bien adapté, c'est facile à jouer. Un texte qui est plus difficile à adapter, ça peut être plus ardu. Oui, on peut t'apporter à changer... Le directeur de plateau, souvent, va changer de texte. Oui, quand oui, souvent moins bien adapté. Donc, ça fait... Le travail est juste plus long, dans le fond. Puis, justement, les fameux enregistrements de la voix, c'est combien de temps avant la sortie du film? Est-ce qu'on est quand même 1 mois, 2 mois avant la sortie finale du film en salle? 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines? Ah oui, non, 1 mois, ça serait... Peut-être 1 mois, ça serait... Quand on travaille, nous, ici au Québec, en tout cas, quand on travaille sur une copie préliminaire 1 ou 2, c'est-à-dire que c'est un montage qui est encore non final, qui est en train de se faire finaliser à Los Angeles. Donc, on travaille sur des copies préliminaires, puis au fur et à mesure du doublage, on nous envoie des fois une préliminaire 3, préliminaire 4. Ça veut dire que le montage anglais est de plus en plus précis. Ouais. Des fois, il y a des scènes qui ont été coupées, des scènes qui ont été rajoutées, beaucoup de rajouts. On en studio pour des rajouts. Oui, exactement. Mais quand on termine notre travail à nous, le film est mixé dans les jours qui suivent, et généralement, il est en salle dans les 3 semaines qui suivent, à peu près, dans le mois qui suit au maximum. C'est très rapide comme échéancier. OK. Puis est-ce que vous enregistrez ensemble? Je veux dire, des dialogues, des scènes de Harry Voldemort, Harry Rogue. À une certaine époque, on le faisait tout le temps. Quand moi j'ai commencé, je suis beaucoup plus vieux qu'Émile, puis on était toujours 2 ou 3 au micro. Et puis après, la technologie a fait que les studios ont demandé à avoir les pistes séparées pour pouvoir mixer en 5.1, 7.1, etc. Et là, la demande a fait qu'on a été de plus en plus demandé pour être enregistrés séparément. Des fois, ils vont nous regrouper pour faire des scènes complexes, mais on va aller au micro en alternance. C'est-à-dire qu'on n'est pas au micro... il ne faut pas qu'il y ait d'overlap, il ne faut pas qu'il y ait de on est dans le même studio. On peut être ensemble dans le studio, mais on peut chacun aller à la barre. Donc, devant le micro, puis séparément, chacun notre tour faire la scène. Mais des scènes où on peut faire... les 2, on est à la barre, puis on fait la scène ensemble. Là, ça arrive, sur Harry Potter, je me souviens, moi,
ça arrivait souvent parce que le trio, Harry, Ron, Hermione, c'était ça, parce qu'on était souvent les trois à la barre en même temps, donc mais ouais, c'est souvent, maintenant je pense que ça se fait plus seul, je pense. Ouais, c'est un peu ingrat parce que des fois tu as des scènes difficiles de dialogue et puis tu es tout seul dans ton truc et puis t'écoutes après en playback ce que ton copain a fait avant ou Moi j'aime ça, j'aime mieux, tu sais, t'as le feeling, t'as le vibe, ben oui, c'est en tout cas d'être ensemble. Ouais. Mais là, tantôt, je vous ai prévu un petit dialogue entre Harry et Ron, tu sais, fait qu'on c'est bon, ça. Ouais. Bon, ben OK, ça couvre mes questions principales là, que j'avais concernant vraiment le processus d'enregistrement puis tout. Vous m'éclairez beaucoup. C'est vraiment intéressant. Moi, j'imaginais que tous les comédiens étaient ensemble autour d'une grande table, tout le monde avec son micro, puis tout le monde parlait quand c'était le temps suivant, là, la synchro, là, qui me dit, mais que tout le monde était ensemble, mais c'est pas ça du tout. Mm-hmm. Eh ben. Bon, pour votre expérience sur les films d'Harry Potter maintenant, encore une fois, beaucoup de questions de mon côté. Si on retourne vraiment au début, là, puis je ne m'attends pas à ce que vous vous rappeliez de tout, évidemment, est-ce que, il y a sûrement dû avoir un processus d'audition pour décrocher le rôle de doublage sur ces films-là. En fait, on ne savait pas qu'il allait y avoir 8 films là, en 2000. Mais, ouais, est-ce que... Ouais, je me souviens de mon audition. Puis on n'était pas beaucoup de jeunes à avoir auditionné pour ça, parce que dans le temps, on n'était pas beaucoup de jeunes à travailler, donc en doublage. Mais oui, il y a une audition, puis je pense même qu'il y en a une deuxième, puis peut-être même troisième, je me souviens plus, là, mais ouais, on passe par un processus d'audition, c'est sûr, surtout pour un gros film comme ça, puis c'était pas... en ma mémoire, en tout cas, c'était là-bas qu'ils choisissaient même notre voix. C'était le client de Warner Bros. Là, c'était eux qui... Là-bas étant Warner Bros. Ouais, c'est ça. À Los Angeles. C'était eux qui décidaient, dans le fond. Donc, c'était pas ici au Québec. Bon, nous, on a choisi un tel ou un tel. Ouais. Donc, je me souviens, j'étais sur le plateau du Monde de Charlotte quand je l'ai appris. Puis... Bon, à 12 ans, pour moi, c'était comme... Wow! C'était malade. Là. C'est clair. Ouais, des beaux souvenirs. Est-ce que tu avais entendu déjà parler d'Harry Potter avant de faire cette audition-là? Parce que c'est ça, les films. C'était le premier film, là, donc c'était un peu connu. Là. Pas vraiment, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment nouveau. Au même moment, c'est ça, moi, je commençais à travailler avec Catherine. Catherine en parlait beaucoup. Catherine Brunet, sur le Monde de Charlotte, qui en parlait beaucoup parce que c'était une grande fan. Elle avait lu les premiers livres. Donc, oui, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais lu les livres et je connaissais pas vraiment l'histoire. Donc, pour moi, ça a été... c'était tout nouveau, dans le fond. Donc, j'ai découvert l'univers d'Harry Potter avec les films en les doublant. J'ai lu les premiers livres de 1 à 3, mais j'ai beaucoup de difficultés à lire. Je peux relire la même page souvent. Donc, pour moi, c'était comme tough. Donc, j'ai vraiment appris à évoluer, à connaître le personnage en faisant les films, en doublant les films, dans le fond. Là. Est-ce que tu t'informais quand même un peu sur ce qui se passait dans les livres quand ils sortaient, ce qui arrivait à Harry? Écoute, comme je te dis, avec Catherine, puis j'en ai entendu parler beaucoup, mais oui, tu sais, puis pour moi, c'est important aussi de l'écouter avant de le travailler aussi, tu sais, de le voir en image aussi, c'est souvent différent, tu sais, pour les premiers films que j'avais déjà lus, dans le fond. Ouais. Mais que j'ai lu après que j'ai su que, justement, que j'allais faire le film. Donc, c'est ça. C'était bien le fun de découvrir cet univers-là. C'est clair. Daniel, toi, te rappelles-tu un peu Je me souviens d'avoir été convoqué pour une audition. On m'a dit que c'était Harry Potter. Je ne savais pas quel était l'acteur. C'était très secret. Alors, j'ai découvert que c'était Alan Rickman, qui n'est pas un acteur que je doublais d'habitude. Non, c'est ça. Il était attiré à quelqu'un d'autre. Ouais, donc, j'auditionnais avec d'autres collègues qui auditionnaient
pour le même acteur. Donc, j'ai été un peu surpris, agréablement surpris, mais Harry Potter, pour moi, c'était... J'avais lu un article dans le journal qui disait que les jeunes faisaient la file la nuit pour quand le nouveau tome arrivait en librairie à minuit, comme pour aller acheter des tickets de Madonna. Moi, c'était comme, ah, wow! Je connaissais le phénomène littéraire, mais j'avais jamais lu les livres. Je connaissais juste le synopsis. Puis je me disais, ça doit être fun pour des jeunes comme univers, parce que... Mais non, j'avais pas lu les livres. Donc, j'ai découvert à l'audition le genre de traitement qu'il avait décidé de faire en film. Est-ce que tu te rappelles si tu t'es dit, OK, moi, dans le fond, je fais un méchant? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Alan Rickman est un acteur que j'aime beaucoup. Et je l'avais vu dans Die Hard. C'est le meilleur méchant dans un film de ce genre-là. Pour moi, c'est comme un rôle iconique. Puis, alors, j'ai été impressionné de voir que c'était Alan Rickman. Et j'étais un peu... je me suis dit, de toute façon, je ne l'aurais pas parce que c'est pas... Non, non. Je me voyais pas le faire, puis je me voyais pas... Donc, j'ai fait l'audition, puis j'ai été très, très surpris d'apprendre que j'avais été choisi. Comme Émile dit, la décision se faisait ailleurs. Et puis, j'étais agréablement surpris, mais c'était comme un défi parce que c'est un acteur très complexe. Et le style de jeu qui s'est donné aussi dans ce film-là était particulièrement intéressant. C'est un beau défi. Tu l'as très bien rendu, en tout cas. Très bien, oui. Vraiment. Là, pour moi, c'est comme il n'y aurait pas d'autre voix pour ce personnage-là. C'est comme ça. J'ai écouté des petits bouts doublés en France, puis c'est comme, je suis déboussolé, comme, on dirait que j'écoute un autre film totalement. Donc, en tout cas, pour moi, c'était mon travail. Ça me fait penser parce que je voulais peut-être vous entendre puis juste mieux comprendre pourquoi il y a autant de doublages au Québec que ça, justement. Pourquoi il y a tout le temps une version française, une version québécoise. Moi, ma propre interprétation puis conclusion, c'est qu'évidemment, notre français, notre dialecte au Québec ne ressemble pas à celui de France. On essaye d'avoir, je pense, un doublage ici un peu plus français international, alors qu'en France, vraiment, c'est ça, c'est très français de France. Parce que je veux dire, ça s'applique à tous les films, à tous les dessins animés, presque tout est doublé au Québec. Right? je me permets. Tout non, mais... Il y a des exceptions, mais... Il y a des doublages faits en québécois, on s'entend, là, comme les Simpsons ou Family Guy. Oui, c'est un choix du client, oui, t'as raison. du diffuseur de le doubler en joual ou en québécois. Puis il y a les doublages qu'on fait pour le marché, je dirais, plus neutre, plus international, qui est un français international, qui est une langue qui n'existe absolument pas. Comme Harry Potter, oui, c'est français international. Exact. Mais au départ, c'est que... ça remonte loin. Le doublage français était déjà, à une certaine époque, dans les années 50, 60, beaucoup plus argotique que ce qu'on entendait ici, nous, au Québec. Donc, il y a eu ce désir de faire un doublage qui ressemble un peu plus à la langue qu'on entend ici, même si c'est un français normatif. Et puis, c'est devenu aussi, après, un argument commercial. Les Américains, à l'époque, sortaient des films en France 2 à 3 mois après la sortie américaine. Donc, le doublage en France se faisait 2 à 3 mois plus tard. Et dans les années 80-90, surtout, il y a eu cette tendance des majors américains à vouloir sortir leurs films le plus rapidement possible dans toutes les langues pour ne faire qu'un battage publicitaire, qu'une sortie médiatique. Donc, en sortant le film le 1er décembre aux États-Unis et au Québec en français, c'était beaucoup plus rentable pour eux. Donc, l'industrie du doublage au Québec s'est développée énormément autour du fait qu'on arrivait à sortir les films en même temps que les Américains voulaient l'avoir. Ce qui fait que nous, on travaillait souvent sur les chapeaux de roue avec des copies un peu préliminaires, comme je disais. Mais en même temps, c'est ce qui... Très dernière minute. Oui, puis c'est ce qui fait que notre industrie s'est développée au fil des ans. Ouais. J'en reviens pas de ça encore. J'en reviendrai sûrement pas à quel point c'était près de la sortie puis que c'était des versions qui, en fait, c'était même pas finalisé à Los Angeles. Puis c'est sûr que dans le texte, on essaie d'avoir des fois un français un petit peu moins ergotique que ce que les Français de France se permettent de faire. Eux, ils adaptent davantage pour leur marché, ce qui est tout à fait louable. On va aussi doubler un produit qui va être seulement pour la France. OK. Donc, le texte va être différent ou... fait que, tout à fait. C'est ça. On le voit quand c'est doublé en France ou aussi au Québec. C'est souvent les expressions, c'est souvent des mais tu sais, l'essence même du texte est semblable, mais c'est
c'est ça. C'est des expressions qui, ici, on a plus, que là-bas, ils ont plus. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à différencier un peu de la France du Québec. Mais dans le cas d'Harry Potter, il y avait une particularité, c'est que, évidemment, tout ça est basé sur un roman, sur une série de romans. Donc, il y avait pour les gens qui faisaient l'adaptation le défi de respecter ce qui avait été fait dans la traduction en français des livres d'Harry Potter. Donc, il y avait cette couche de difficulté ou de complexité à respecter parce que les gens qui allaient au cinéma avaient certainement vu les... Avec tous les noms, avec tous les expressions. Sorts, tu sais, il y a eu beaucoup de... moi, c'est ça ou c'est ça. Puis là, c'est soit... on peut pas s'éloigner autant. Non, c'est ça, exact. Si vous pouvez me parler un peu de votre personnage respectif, qu'est-ce qu'au fil des films, vous avez apprécié de votre personnage? Toi, Daniel, on le sait, ton personnage, il y a comme une révélation à la fin. Là. Il n'est pas celui qu'on pensait qu'il était. C'est mon père, non? Puis toi, Émile, toi, Émile, c'est le personnage principal. Je veux dire, la série porte le nom Harry Potter. Donc, tu sais, je vous pose la question peut-être juste par curiosité de savoir qu'est-ce que ça a représenté pour vous de jouer ce personnage-là, avec ce qui se passe dans l'histoire, puis comment vous l'interprétiez. Je suis curieuse. Pour moi, c'est une grande aventure de plein d'émotions, dans le fond. Ce que j'ai aimé du personnage, c'est que je faisais tous les genres de scènes. Je faisais des scènes d'action, des scènes où je pouvais courir, je pouvais m'essouffler au micro pendant 2 minutes, je pleurais, des sorts, des scènes un peu plus romantiques, des scènes juste comme small talk, on est en train de manger le buffet, puis whatever. Fait que pour moi, de vivre tout ça dans un film... qui est devenu 8 films, dans le fond, c'était spécial parce que moi, je commençais en doublage. Ça faisait même pas 1 an que j'en faisais. Puis c'est comme, tu sais, c'est là que j'ai vraiment connu c'était quoi l'univers du doublage, c'était quoi en même temps de connaître l'histoire d'Harry Potter qui était pour moi inconnue. Donc, c'était spécial. J'avais 12 ans quand même lors du premier film. Donc, ça a été pour moi mon plongeon là, dans le doublage. Puis, quoi demander de mieux que de doubler ce personnage-là qui a évolué. On a évolué comme ensemble au fil des années. C'est ça qui est cool. On a mûri en même temps. Donc, c'était spécial. Pour moi, ça va toujours rester spécial. Ouais. C'est sûr. Daniel? C'est comme je disais, Alan Rickman, pour moi, c'était une grosse pointure. Donc, c'était un défi de le doubler, point. Et puis, quand j'ai vu le style de jeu qu'il s'était donné pour faire ce rôle-là, avec un phrasé étonnant, où il faisait des césures à des endroits tout à fait... probablement improvisé, mais toujours est-il que pour moi, c'était un beau défi. Et n'ayant pas lu les romans, mais de toute façon, quand on a commencé le premier film, la saga n'était pas terminée encore. Donc, de découvrir progressivement. Parce qu'au début, je me disais, bon, OK, c'est un méchant. Oui, exact. C'est un méchant, il veut... Mais il y avait quelque chose d'ambigu dans son rôle, dans le personnage, qui faisait que je devenais un peu... Ah, OK, mais il va y avoir autre chose. Il va y avoir une autre... certainement une révélation. Peut-être pas... Je ne m'attendais pas à celle de la fin, mais il reste que je me doutais qu'il y avait une autre dimension à ce rôle, à ce personnage-là, que je trouve fascinant. D'ailleurs, physiquement, son look était... Il est mystérieux. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ténébreux. Et j'ai appris... en cliquant sur YouTube, que Alan Rickman lui-même avait voulu quitter la saga et c'est l'auteur qui lui aurait dit « Attends, avant de quitter, je veux t'expliquer quelque chose, mais ne le dis à personne. » Et elle lui a confié donc le secret. Et c'est après qu'il aurait décidé de continuer parce que là, il a compris qu'il y aurait un très beau défi dans la suite des choses. Puis je pense que ça a ajouté à son jeu de savoir ça, le secret du personnage, dans certaines scènes sûrement, là, de pouvoir le jouer en se disant, dans le fond, Rogue... il y a une chose que je regrette, je ne le regrette pas du tout, mais c'est qu'il s'est passé une dizaine d'années quand on a fait cette saga de films-là. Puis quand j'ai fait le dernier, les dernières scènes, je me disais, c'est dommage que je puisse pas recommencer le début parce que je le jouerais plus de la même façon. Ou enfin, il y avait cette maturité que moi, personnellement, j'avais 10 ans de plus, là, ou 12 ans de plus. Puis ça m'aurait aidé de l'avoir dès le début, mais évidemment, c'est impossible. Mais il y a une certaine... dans le temps
quand tu suis un personnage pendant 10 ans, c'est des fois, tu voudrais revisiter certaines choses. C'est clair, ben oui, en découvrant ce qui se passe pour le personnage, justement. Est-ce que vous avez été invité à des premières ou avez-vous rencontré les acteurs? Non. C'est ça, hein? Écoute, ça se passe pas, ça. Moi, je vais te raconter une petite anecdote là-dessus. La première, l'avant-première, dans le fond, c'était où? Au Beaubien ou c'était en tout cas au Théâtre Sony? Non, je pense que c'était au cinéma Beaubien, en tout cas. Tu sais, grosse affaire, là. C'est l'avant-première d'Harry Potter, là. C'est bourré de monde, il y a les médias et tout. Et on nous avait interdit de parler aux médias parce qu'ils voulaient pas voler la vedette des acteurs anglais. Donc, on n'avait pas le droit de donner une entrevue. On n'avait pas... Je te le dis, là, c'était fou. Voyons donc. Puis moi, Xavier, Stéphanie, on était là. Et écoute, on a 12 ans, là. Puis, il y a une journaliste qui réussit à nous approcher, qui nous parle, puis, tu sais, funny. Fait que là, nous, on commence à parler avec. Puis là, t'as l'attaché de presse qui arrive en courant, qui est comme... Mais vous n'avez pas le droit à nous tirer par le bras. Puis tout, c'est comme... Wow, OK. Je pense que c'est là que j'ai réalisé que... c'est big, là, pareil, parce que... Pour qu'on n'ait pas le droit, parce qu'ils pensent qu'on va voler la vedette... Fait que c'était spécial, mais oui, on a vécu en tout cas, une invitation à l'avant-première de chaque film. C'était gros, ça, c'était cool. C'était le fun de découvrir. Comme on a dit, on travaillait sur des versions qui étaient pas médiocres pour moi, là, qui étaient vraiment médiocres. Médiocres, c'est ça. Ben, en tout cas, et de voir le résultat final enfin, avec la musique. Tout monter, la musique, les effets spéciaux, c'est là que tu découvres l'énergie réelle du film, là, dans le fond, ce qu'on n'avait pas en studio, ce qu'on essayait de reproduire nous-mêmes du mieux qu'on pouvait, là, mais... Donc, ça, c'était mon anecdote pour l'avant-première du premier film. Là, on avait... fallait pas parler à personne. C'est drôle. Ouais, c'est spécial, ouais. J'ai demandé à Stéphanie, j'ai été en contact avec Stéphanie Dolan, qui a accepté gentiment de répondre à certaines questions à l'écrit. Donc, je lui ai demandé justement si elle avait des anecdotes et des souvenirs en lien avec son rôle, comme elle a fait la voix d'Hermione Granger sur les 8 films. Elle dit que, je vais la citer, « J'adorais le moment d'écouter le film la semaine avant les enregistrements. Pour les premiers films, c'était souvent à l'automne, comme ils sortaient en novembre. Xavier et moi, on tentait de se coordonner pour l'écouter ensemble et on était bien énervés de les découvrir. On a aussi eu des sessions, les 3 ensemble. Souvent, c'était bien le fun. C'était vraiment un moment que j'attendais dans l'année, étant fan des livres aussi. Je me rappelle avoir été hyper stressée avant l'audition. Je voulais tellement la voir. » Donc, les moments, les sessions, les 3 ensemble, c'est tout ce que tu me disais tantôt, que des fois, vous étiez dans le studio les 3 ensemble. Oui, je te dirais que ça arrivait souvent. Okay, là, oui, surtout les premiers films, là, ça arrivait souvent qu'on était, puis c'était le fun. On avait vraiment une belle chimie, on s'entendait super bien. Écoute, les fourrés qu'on a eus, on niaisait. C'est comme 2 jeunes de 12 ans, 3 jeunes c'est parce que moi qui Xavier qui partait le bal. Là, puis là, elle était comme pognée là-dedans. Là. Mais écoute, on a eu bien du fun et j'ai beaucoup aimé travailler avec Stéphanie, qui est pour moi une grande doubleuse aussi. Donc, c'était... Ouais. J'ai juste du bon à dire pour vrai de mon expérience. Sérieux, écoute, c'est ça. Puis pendant, là, est-ce qu'on t'en parlait beaucoup à l'école? Puis tout était au secondaire. Les gens, on tripait tout Harry Potter. Ouais. Là, tu devais te le faire dire. Hey, puis dis-nous ce qui se passe dans le film. Je parlais rarement de ce que je faisais. T'avais pas le droit, là? Tu sais, moi, c'est pas juste ça, c'est que j'étais un petit gars de la banlieue, puis tu sais, oui, j'ai eu beaucoup de contrats quand j'étais jeune, en télé, en doublage et tout, mais quand je revenais à la maison, j'allais jouer au hockey dehors. Je parlais pas de ce que je faisais. Ma mère, souvent, c'était tough, là, me tirer vers du nez, de savoir, puis ça a-tu bien été, qu'est-ce que t'as fait, tout. Puis c'était souvent comme, ça a bien été, là, je fais ça, là, je vais aller jouer, tu sais. Fait que, oui, le monde m'en parlait beaucoup, puis j'étais comme un peu gêné d'en parler et tout, mais au fil des ans, tu apprends justement à dealer avec ça, puis tu sais, d'accepter le fait que, bon, le monde vient de te voir, de parler de ça et tout. Mais c'est sûr que le monde m'en parlait, puis c'est tout le temps, fais-moi un bout, fais-moi juste une petite phrase, fais-moi ça, tu sais. Fait que j'ai tout le temps la même 2-3 phrases là, que je répète, puis que je dis à tout le monde. Donc, c'est ça. Fait que là, tu veux que je te le fasse, c'est ça? Je suis juste curieuse. C'est quoi la phrase que tu te fais le plus demander? Tout le temps, non, mais en fait, ils me disent comme... fais-moi un bout, tu sais. Ils me disent, fais-moi cette phrase-là, ou whatever. Fait que, tu sais, je me suis comme fait
un petit, une phrase du premier avec une couple de trucs plus... fait que c'est comme... vous trouvez pas ça étrange qu'Hagrid veut par-dessus tout avoir un dragon et qu'un étranger se promène avec un œuf de dragon dans sa poche? Pourquoi j'ai rien saisi plus tôt? Ron, Hermione, si Voldemort lève une armée, alors j'aurai la mienne. Spero Patronum! C'est ça que je l'ai refait. Wow. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, je le refais plus en tout comme... Ouais, ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble vraiment, bravo. Ouais, fait que ouais, je me suis fait beaucoup demander, beaucoup parler d'Harry Potter, par les jeunes, beaucoup. Là, puis c'est là, c'est aussi que je me rendais compte, crème, c'est vraiment big, là. Tu sais, fait que je suis choyé d'avoir participé à ça, puis tu sais, d'avoir fait Harry. Ouais. Pour citer Stéphanie à nouveau, elle dit « Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir eu ce rôle-là et je trouve qu'Hermione et Emma Watson sont toutes les deux de super beaux modèles pour les jeunes filles. Le dernier film est sorti il y a 10 ans à peu près et j'ai l'impression qu'on m'en parle encore de façon assez régulière. Disons que j'ai enregistré beaucoup de messages de répondeurs et de petits mots pour les enfants au fil du temps. C'est un beau phénomène. » Daniel, toi, est-ce que on te parle beaucoup de ton rôle de doubleur pour Severus Rogue ou de manière générale, c'est quel rôle? On doit te demander de faire des phrases de certains films, certains rôles marquants. J'ai fait beaucoup de messages pour des enfants avec la voix de Tigrou, des messages d'anniversaire. Peter Griffin aussi, maintenant on me le demande des fois. Oui, c'est sûr. Des trucs comme ça, je le fais avec plaisir. Mais pour dans le cas de Rogue, non, je me souviens pas d'avoir été... pour moi, c'était un rôle pas parmi les autres, mais je veux dire, c'était... Tu sais, les gens je parle jamais de mon métier non plus. Ça, c'est à la maison. Mais mes enfants étaient tout petits, donc à l'époque où on a commencé à faire les films, donc ils n'étaient pas dans cet univers-là. Plus tard, vers la fin de la saga des films, mon fils commençait et même ma fille commençait à lire les romans, mais je leur parlais jamais de ce que je faisais. Pas juste pour des raisons, des non-disclosure. Ils nous font signer plein de trucs, mais sans ça, j'aimais bien garder la magie de mon métier. Comme mes enfants ne savaient pas que je faisais la voix de Tigrou, parce que je voulais que quand ils regardent un film, ça soit Tigrou, que ça soit pas papa qui... Donc, j'ai comme gardé ça un peu, pas secret, mais sur la touche pendant toute leur jeunesse. Puis, ils ont fini par découvrir ce que je faisais. Bon, c'est inévitable, mais non, mais ça a été une belle saga. Une très belle saga. Vraiment. C'est vrai que tu dis, j'ai comme gardé la magie avec mes enfants et tout, mais parce que moi, je me souviens, mes proches étaient comme... Je t'entends, c'est toi, je suis comme pas capable d'écouter le film à cause de ça. Là, je suis comme, mais là, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, donc, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez partager, là, peut-être des souvenirs qui vous sont revenus dans les derniers temps, là, quand je vous ai écrit, puis que ce soit des moments cocasses qui se sont passés ou des scènes que vous vous rappelez que peut-être ça a été difficile à jouer ou d'autres scènes que vous étiez étonné de découvrir, des éléments spécifiques là, par rapport à l'histoire? Le latin. Moi, j'ai pas fait de latin. Et quand il y avait des us, homme, il y avait toujours un débat en studio à savoir comment on prononçait. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'ancienne école de prononciation latine et il y a l'école plus moderne. Et encore aujourd'hui, c'est un débat fascinant parce que c'est une langue morte, mais on s'ostine encore sur comment on prononce. Alors, je me souviens d'avoir eu beaucoup de... Parce que, tu sais, avec tous les sorts qu'on se jetait. Ouais, puis c'était à chaque film de se remettre dans le... Parce que des fois, ça avait changé à un moment donné. C'était... Ouais. Mais c'est vrai, c'est... Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus, Non, c'est clair. La prononciation des sortilèges, puis tu as raison que ça a changé. Spero Patronum, après c'était Expecto Patronum. En tout cas, ça... Ou c'est peut-être en anglais. Spero, Spero Patronum. Mais non, c'est ça différencie un peu de... C'est vrai qu'il y a quelques sorts qui me semblent qui ont changé sur l'intonation de... au lieu de ou en tout cas des affaires que on comprenait pas trop, mais écoute, c'est ça, c'est à chaque film de se replonger dans il y a eu des changements dans les doublages. J'en parle souvent avec mes amis dans les deux premiers films, là, Harry, Ron et Hermione, ils se disent tout le temps blablabla, vois-tu? Non, mais t'entends, mais vois-tu? Il y a beaucoup de ça dans les deux premiers films, alors que c'est pas du tout là. Mais là, tu vois, je revois Hermione là, quand tu me dis ça. Là. Vois-tu? ça me ouais. Puis même au niveau, je sais que dans les deux premiers films, quand on dit le nom Harry Potter, souvent c'est plus Harry Potter
est ici aujourd'hui, alors que dans les autres films, on dit vraiment Harry Potter. Ben, c'est ça. On a eu du Potter, on a eu du Potter. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses normales, I guess. Là. Ça évolue, puis il y a des ajustements, puis... Exactement. Intéressant. Puis je me le suis toujours demandé. J'étais comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Pourquoi? Madame Weasley, Mrs. Weasley, c'était comme plein de petites différences comme ça. D'accord. Ben, je pense qu'on va pouvoir se lancer au segment des petites répliques, qui est le moment que, ben, je ne veux pas dire que tout le monde attendait, mais... J'en ai fait aussi répéter à Stéphanie. Je vais les jouer par moment. Mais on peut peut-être commencer avec Stéphanie. Là. Ça va bien ouvrir le bal. Donc, pour Stéphanie, évidemment, je lui ai demandé... en fait, j'ai fait voter les gens. C'est quoi vos répliques préférées de Rogue, d'Harry, puis d'Hermione? Donc, ce que vous avez devant vous pour vos personnages respectifs, c'est ce qui a été les réponses les plus populaires. Alors... Stéphanie, je lui ai demandé évidemment de me répéter une des fameuses répliques d'Hermione dans le premier film. OK, ça, c'est probablement la phrase que j'ai le plus répétée après les films, la phrase que je me faisais le plus demander. Puis ça m'a fait réaliser en regardant ce que tu m'avais envoyé que je disais pas la bonne chose. Moi, je disais « je m'en vais me coucher ». Donc là, de le réécouter pour le refaire, ça m'a fait réaliser que je faisais une grossière erreur. Donc, je la fais comme il faut. Bon, si ça ne vous gêne pas, je m'en vais dormir avant qu'un d'entre vous n'ait une autre brillante idée qui risque de nous faire tuer, ou pire encore, expulser. Ça, c'est clairement ce qu'elle se fait le plus demander. C'est comme la réplique d'Hermione. Je vais en jouer une autre, qui est du troisième film. Toi, espèce d'affreux minable cafard répugnant! Quand Hermione s'en prend à Drago Malfoy. OK. Là, des fois, je vais vous donner la réplique. Ça, je suis bien énervée. Comme je disais tantôt, ça m'arrive vraiment souvent, là, juste pour vous dire, de faire des imitations des films là, dans mon podcast. Puis apparemment, je suis quand même bonne. OK. Bon, ben, Émile, on peut commencer par ta première réplique, qui est juste une petite phrase. Là. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Oh my God. C'est vous le faible. Et vous ne connaîtrez jamais l'amour. L'amitié non plus. Ça me désole pour vous. Daniel, on peut y aller avec ta première. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Allez à la page 394. Ça, c'est la plus connue de Rogue. Ça, c'était la plus populaire dans les réponses. Émile, on retourne à toi pour la troisième. Je vais te donner la réplique. Oui. C'est Hermione qui parle. Elle ne s'intéresse à toi que parce qu'elle est sûre que tu es l'élu. Mais Hermione, je suis l'élu. Oh, wow! OK, on va y aller pour la prochaine aussi. Potter, faites quelque chose. Je ne le veux pas de mal. Dites-leur. Pardon, professeur. Je dois pas dire de mensonges. Très bon. Daniel? Vous osez utiliser mes propres sorts contre moi, Potter? Oui, c'est moi. Le prince de sang mêlé. Wow. Ouf, la prochaine, je suis pas prête encore. On va juste retourner à Émile. OK, pour ta dernière réplique, Émile, je te donne la réplique « Je suis Malfoy » et là, c'est le premier film. Oui, je sais distinguer le... C'est ça. Tu apprendras bien vite que chez les sorciers, certaines familles sont meilleures que d'autres. Faudrait pas que tu te mettes à fréquenter les mauvaises. Je t'y aiderai, Potter. Je sais distinguer le bon grain du mauvais. Daniel, tu peux y aller. Regardez-moi. Vous avez les yeux de votre mère. Mon Dieu. Et une dernière pour Daniel, je te donne la réplique. Je suis Albus Dumbledore. Lily, après toutes ces années,
jamais. Wow! Bravo! Puis, comme je disais, on a un petit dialogue Harry et Rogue qu'on va garder pour l'après-show. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Merci tellement, encore une fois. Merci à toi. C'était super. J'ai tellement appris. Puis, j'avais tellement de questions. Merci d'avoir répondu à mes questionnements. Merci vraiment. J'arrête pas de dire merci, mais ça va vraiment faire plaisir aux auditeurs de vous avoir entendu nous partager votre expérience. Tant mieux, et je les salue tous. Oui. Moi aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À la prochaine. Salut.